Isaac Panté, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler sciences du langage, on va parler compétences hybrides et aussi intelligence artificielle. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis maître d'enseignement et de recherche en faculté des lettres à l'université de Lausanne dans une section qui s'appelle les sciences du langage et de l'information, qui va expliquer pas mal de choses que je vais lire ensuite. Et puis à côté de ça, je suis aussi écrivain et depuis quelques années un peu game designer, plutôt du côté du narrative design. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu l'influence du digital sur les lettres et puis comment finalement le digital transforme une discipline plutôt traditionnelle comme les lettres. Ouais, alors ça change énormément de choses, évidemment. Alors, c'est pas véritablement nouveau, disons. C'est-à-dire que maintenant, on a le tournant, on va dire, un petit peu des humanités numériques, dont on parlera peut-être plus tard, Mhm. qui en fait, si on devait le faire d'une manière très très raccourcie, on pourrait dire c'est un petit peu les ordinateurs qui arrivent dans l'univers des sciences humaines et sociales, qui jusque-là utilisaient pour l'essentiel d'autres méthodes. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas forcément de statistiques ou d'outils informatiques, mais ce n'est pas très standard, on va dire, dans un cursus parfois, je ne sais pas, d'apprentissage des langues ou de sciences historiques, en fait, que de vraiment faire du développement informatique, par exemple. C'est plutôt solliciter des bases de données, les interroger de certaines manières, etc. Voire, depuis un certain temps, un travail d'archive qui ne demandait pas ceci. Et puis, par contre, souvent, on a vu apparaître des instituts qui, pour des raisons ou une autre, parfois en lien avec d'autres disciplines, à Lausanne, c'était en lien notamment avec la linguistique et la géographie, avaient besoin, en fait, à certains moments, de faire des analyses quantifiées, donc statistiques et autres. Et puis voilà, ces départements sont apparus un petit peu, entre guillemets, on pourrait penser hors sol. Mhm. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense que ça fait complètement sens. Mais pendant des années, c'était un petit peu les curiosités, quoi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que... D'ailleurs, la question qui nous revenait le plus souvent des étudiantes et des étudiants, c'était mais pourquoi de l'informatique en lettres, quoi. Enfin, ils avaient la possibilité d'avoir cette branche-là parmi d'autres. Et ça posait question. Et en fait, on se rend bien compte que nous, on a toujours vu la pertinence de ceci, on a toujours vu qu'on pouvait faire des liens avec beaucoup de collègues pour faire des analyses de texte, pour faire du traitement de corpus textuel, par exemple, ce genre de choses. Et puis aussi, évidemment, partir dans une approche plus créative, parce qu'on est en faculté des lettres, ça veut dire qu'il y a pas mal de démarches de creative writing, de création vraiment de dispositifs multimédia, par exemple, à des fins de médiation. Et puis dans ce genre de contextes généraux, ben voilà, mais jusqu'à il y a quelques années, on restait relativement seul. Et puis, toutes les disciplines ont commencé à évoluer et à changer sous l'impulsion en fait de l'arrivée de ces outils. Mhm. En archéologie, par exemple, le fait tout d'un coup de pouvoir utiliser la réalité virtuelle et voire de devoir l'utiliser dans certains contextes. Et puis d'autres disciplines. Donc les humanités numériques, c'est un petit peu ça, c'est le fait de dire, OK, on a eu certaines manières d'analyser les textes basées sur un savoir encyclopédique et des lectures qu'on appelle aujourd'hui la close reading, des lectures très proches, par exemple, de ces textes. Et puis petit à petit, en fait, on a vu ça évoluer. On s'est dit, mais OK, et maintenant qu'on a des textes qui sont stockés dans des bases de données de façon générale, sachant qu'on a des biais de corpus, un être Mhm. humain peut regarder quelques livres, une machine ou un acteur synthétique peut en étudier des centaines de milliers, est-ce qu'on arrive à dire d'autres choses, voir d'autres choses dans ce contexte-là? Donc voilà, c'est un petit peu ça, les humanités numériques, même si en réalité, c'est vraiment une nébuleuse. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est un nuage d'objets différents et de pratiques aussi, mais qui vont toutes voir qu'est-ce que le numérique fait à nos objets de recherche et à nos méthodes de recherche. Eh bien, ça m'amène avec une actualité assez marquante depuis ce début d'année 2023, qui sont l'arrivée des LLM, Ouais. les Large Language Models, donc modèles du traitement du langage naturel. Quels sont les impacts sur toutes les recherches que vous faites Ouais. au sein des lettres et puis aussi ton impact peut-être sur tes activités, ton quotidien? Bon, alors, c'est vraiment, disons, c'est difficile de généraliser parce qu'évidemment, ça se réalise de façon très diverse selon les disciplines.
Mais ce qui est absolument certain, c'est que pour les enseignantes et les enseignants, ce qui m'amène d'ailleurs à faire une espèce de tour un peu en Suisse romande et ailleurs, parce qu'il y a des grandes inquiétudes par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça vient déplacer nos pratiques Mhm. d'enseignement, hein. Comment est-ce qu'on évalue, hein, sachant que souvent les étudiantes, les élèves, quand on parle de degrés inférieurs, sont en fait parfois plus compétentes et compétents que les enseignants eux-mêmes sur un certain nombre d'outils. Donc les travaux à la maison, par Mhm. exemple, on sait qu'ils peuvent être générés. Donc voilà, c'est d'abord une espèce d'inquiétude, parfois panique, en lien avec mais comment est-ce qu'on vérifie la compétence? Ça, c'est la question peut-être la plus brûlante par rapport à un des rôles, on va dire, de l'école en général. Mais évidemment, la question qui est en embuscade là derrière, c'est en fait quel est notre rôle à nous en tant qu'enseignants et enseignantes dans un contexte qui est en changement extrêmement rapide, avec une disponibilité de tuteurs synthétiques qui potentiellement vont pouvoir générer des choses. Et Tu as accepté, toi, que tes étudiants l'utilisent? très clairement, puis d'ailleurs, il y a une espèce de consensus qui est en train de se faire, notamment au niveau des hautes écoles, sur le fait que ces outils ne doivent pas être laissés de côté, Mhm. simplement parce que ça correspond à la réalité du terrain et ça risque de correspondre pour peu que des questions énergétiques et autres ne viennent pas faire barrage à ça, ce qui est en réalité le plus probable, hein. Mhm. On est en train de vivre peut-être une espèce d'âge d'or de ces technologies qui risque de devenir très limité. Là, on sait qu'on est aussi dans une phase d'apprentissage où en fait on contribue gratuitement à ce type Mhm. de ressources. Mais ça n'aurait pas de sens. Moi, je préfère, en tout cas dans mes enseignements, parfois même prescrire ce comportement-là, c'est-à-dire leur dire allez voir ce que vous propose ChatGPT. Et puis, si il s'agit d'utiliser ce matériel, alors à partir de ce moment-là, je leur demande simplement d'être très honnête sur les moments où ils ont utilisé ce type de ressources et puis comment ils les ont utilisées. Mhm. Parce que les élèves ont potentiellement des idées d'usage qui dépassent aussi mes usages à moi. Et puis, en fait, là, on a besoin de collecter aussi des données sur leurs pratiques, comprendre qu'est-ce qui est pertinent, et puis surtout se remettre en question nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut faire dans ce cadre-là. Donc, d'un point de vue académique, on se rend bien compte que dans un certain nombre de cas, et dans un nombre de cas qui devient de plus en plus important, évidemment qu'il va falloir utiliser ces outils, y compris du côté de la recherche, et que, par contre, il faut aussi pouvoir se dire comment est-ce qu'on va ouvrir cette boîte noire, sachant qu'elle ne peut pas être ouverte jusqu'au bout, en tout cas à l'heure actuelle, et que même pour des raisons, on va dire, liées à l'algorithmique et à la constitution de ces systèmes, euh, c'est un peu vain de vouloir accéder à tout, mais quand même, on peut aller un petit peu plus en détail que ce qui est proposé aujourd'hui. Mais disons, de façon générale, oui, il faut... alors, ça change l'enseignement, évidemment. C'est comme si tout d'un coup, dans la classe, on voyait arriver un nouveau partenaire, Mhm. nouveau étudiant, nouvelle étudiante, qui en fait est extrêmement doué, plus que le prof, sur un certain nombre de thèmes. Et en plus très très généreux, parce que cet acteur va pouvoir répondre aux élèves sur un certain nombre de questions. Alors, soit on se dit, cet élève ne peut pas être dans cette classe parce que c'est pas sa place. Bon, mais si de toute façon il le retrouve à la Mhm. récré, ça ne fait pas véritablement sens de partir dans une démarche différente. Donc on doit utiliser ça, comme on a d'ailleurs toujours utilisé des objets, mais ces questions ont l'air d'être très, on va dire, récentes et déstabilisantes, mais en réalité, elles ont parcouru le domaine de l'enseignement et de la recherche de manière systématique. Dès qu'on a un dispositif technique qui arrivait et qui changeait les pratiques, alors si on reste dans le domaine de l'éducation, c'est par exemple l'arrivée de la calculatrice. Mhm. Calculatrice a soulevé des questions absolument énormes à l'époque, et puis même dans les dispositifs de recherche. Moi, je sais très bien que certaines pratiques qu'on a pu m'enseigner à un certain moment étaient des reliquats de complexité parce que on avait, par exemple, les analyses exploratoires de données, on le faisait pendant un certain temps relativement peu.
Donc, mais pour une raison toute simple, c'est que en fait, le temps machine ou le temps de calcul était tel que il fallait vraiment bien réfléchir en amont pour ensuite pouvoir aller utiliser ces ressources qui étaient extrêmement rares. Puis là, on vit une époque, comme je disais, peut-être pas très longue de, Oui, de sur l'échelle, c'est très très court. oui, voilà, c'est-à-dire on ne sait pas combien de temps est-ce que ça va, pendant combien de temps est-ce qu'on aura autant accès à ces ressources, mais là maintenant, on peut comme ça lui dire, bon voilà, regarde ces données, propose quelque chose, etc. Et déjà rien que ça, en fait, rien que le fait de nos ordinateurs qui à l'époque n'avaient pas de puce pour gérer Mm. des réseaux neuronaux et autres, déjà rien que ces machines-là, en fait, elles amenaient des changements sur les pratiques de recherche, sur les méthodologies de recherche. Donc, pour des institutions qui ont la prétention et puis qui atteignent cet objectif d'être toujours entre guillemets à la pointe de la recherche, une logique d'excellence, ben, on ne peut pas simplement se dire qu'on va laisser ça de côté. Donc la manière générale de ce que j'entends aujourd'hui, c'est vraiment adopter avec des sortes de garde-fous et des pratiques qui respectent effectivement les questions de plagiat, en tout cas dans l'utilisation explicite, même si on sait que l'IA soulève des questions de plagiat par rapport à ces grandes masses de données qui ont été moissonnées. On arrive peut-être à la notion de perte Ouais, qu'on vit en fait depuis toujours, ouais. historiquement, entre la technique et les humains. Peut-être avoir justement un peu une explication de pourquoi on a perdu et comment on a réagi, et Ouais. qu'est-ce qu'on est en train de perdre et comment on pourrait réagir. Oui, parce que c'est ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que la grande inquiétude autour de ces questions-là, systématiquement, c'est euh, on va perdre quelque chose. Et puis c'est vrai, on perd systématiquement. Le livre, pour nous, aujourd'hui, on l'oppose assez volontiers à des objets très techniques. D'accord. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien thématiser avec mes étudiantes et mes étudiants quand on parle des livres, justement, et qu'on met en perspective, par exemple, la publication numérique avec les livres. Le livre, c'est l'objet, voilà, qui a une odeur, qui a une sensation, etc. Et j'adore les livres, c'est pas la question, hein. Mais c'est juste que pour nous, c'est un objet qui n'est pas un objet technique. Or, pendant toute une période, c'était le maximum de la technicité. Il était réservé dans des abbayes, et puis il est le fruit d'une longue histoire technique et d'innovation qui passe du papyrus. Ensuite, voilà, puis un beau jour, on arrive au codex. Et puis, voilà, du coup, ça structure sous forme de pages, ça a un impact sur le médium. Donc, c'est quelque chose qui change nos pratiques. Et puis, à l'époque, l'arrivée du livre, c'était, par certains aspects, c'était la panique, notamment le jour où il s'est généralisé. C'est, en fait, les gens ne vont plus rien savoir. Ok, ils vont pouvoir accéder à des tas de choses, mais ils ne vont pas mémoriser. Quand on faisait des études de médecine, pendant une certaine période, vous aviez une leçon que vous alliez écouter quelque part dans une université, on l'écoutait pendant des heures et on devait la mémoriser vraiment parce que cette ressource-là, elle serait plus accessible. Donc c'était des grands discours qui avaient d'ailleurs un impact sur la manière même d'enseigner, c'est-à-dire qu'il y avait des rimes, il y avait des démarches un peu mémotechniques, que c'était assez littéraire, etc. Et puis un beau jour, voilà, tout d'un coup, les livres arrivent, sont davantage disponibles. Du coup, est-ce que j'ai plus besoin d'apprendre, etc. Donc aujourd'hui, on est face à une nouvelle démarche comme celle-là. Et puis, c'est effectivement Michel Serres qui met beaucoup en avant cette notion et qui dédramatise la notion de perte dans la mesure où toute l'histoire de l'humanité, c'est une logique de perte résiliente finalement. C'est-à-dire qu'on arrive à survivre à la perte. C'est peut-être la particularité de notre espèce, on va dire, par rapport aux autres, c'est que justement, on arrive, alors on se fait un peu trop confiance sur cette compétence, mais on arrive, on va dire, à perdre un certain nombre de choses et à s'abstraire jusqu'à un certain point de l'écosystème. Jusqu'à un certain point. Justement, on s'est beaucoup trompé là-dessus. Et on va avoir un joli rappel dans pas très longtemps, on l'a déjà. Mais disons, de manière générale, on peut se dire effectivement que, voilà, pendant un temps, et c'est ce que met en avant Michel Serres, hein, on avançait à quatre pattes, et puis un beau jour, voilà, on a commencé à se redresser. Se redresser, c'était libérer les mains, ça a permis l'outil. Ok, alors certes, on a perdu une stabilité, on a perdu un certain nombre de choses, et puis après, ça a libéré aussi. Ça veut dire que mobiliser les mains veut dire que vous libérez aussi
la mâchoire, Mhm. qui jusque-là était beaucoup plus renforcée comme outil de préhension, parce que si vous êtes en déplacement comme ça, ok, donc on a aussi perdu quelque chose. Mais du coup, on a libéré tout le système œsophage et autres, ce qui a permis de produire des sons, la parole, etc. Et aujourd'hui, ben, on est de nouveau en train de potentiellement perdre quelque chose, voire plusieurs choses. Mais c'est toujours dans cet espace entre la perte, on perd quelque chose, et dans cet écart. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre qui est mis en avant, c'est que finalement la créativité se constitue justement dans cet écart spécifique. Mhm. Si je suis tout le temps en train de penser aux règles et à l'apprentissage et à ce que je veux faire, eh bien, si je n'ai pas de distance par rapport à ça, je ne vais pas pouvoir être dans une démarche de créativité. Il faut avoir un petit écart. Et puis cet écart, il va être provoqué par le fait que ces informations, elles sont disponibles, mais qu'à un certain moment, en fait, je les oublie d'une certaine façon. Elles sont là, mais je les oublie. Et c'est un peu ce que font quand même les intelligences artificielles. Selon toi, qu'est-ce que l'on perd? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est Non, l'écriture, la méthodologie? je pense pas qu'on perde la créativité. Bon, alors après, ça dépend vraiment les usages. Mais moi, ma plus grande inquiétude par rapport à ces outils, c'est la perte du désir, Ok. en fait. C'est pas tant la perte de la créativité, mais je pense que on peut se rassurer là-dessus, mais quand même, c'est-à-dire que il y a une espèce de phase de latence à partir du moment où on part dans un projet créatif, euh, où finalement on passe énormément de temps à ne pas savoir. Je ne sais pas Mhm. vraiment ce que je veux faire. J'ai une espèce d'intuition, je sens que... Puis tout d'un coup, il y a il y a quelque chose qui se précipite, quoi. Enfin, j'aimerais peut-être écrire une histoire là-dessus, faire un jeu là-dessus. Puis tout d'un coup, crac, il y a quelque chose qui descend. Et puis là, l'inquiétude potentielle, c'est peut-être de se dire, mais finalement, à partir du moment où je me dis que je peux générer tel imaginaire, enfin, je ne sais pas, je veux un dessin de forêt ou je ne sais quoi, ben, je vais en générer énormément, énormément, énormément. Cette disponibilité, Mhm. elle peut avoir un impact, à mon avis, sur la capacité à désirer. Alors, il y a des exemples dans l'histoire qui vont dans une démarche très différente, mais je pense que ça demande en fait une approche particulière. Et que si on pense par exemple Vera Molnar, pionnière un petit peu de l'art numérique, qui a vraiment découvert les ordinateurs, était très contente de pouvoir les utiliser, et qui parle vraiment de ces machines comme des esclaves qui lui permettent de, de partir dans une idée et d'affiner au fur et à mesure avec un certain nombre d'usages. Elle ne pense pas du tout que l'informatique diminue la créativité. Mhm. Je pense que c'est tout à fait correct, mais je pense que ça demande quand même un switch dans le rapport à la créativité. Donc ces outils, ils accélèrent un petit peu trop vite. Il n'y a plus cette histoire de page blanche, par exemple. Ben, en tout cas, ouais, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui risque d'être davantage une démarche de curation au Mhm. début, et je ne serais pas étonné en fait qu'on voit apparaître des démarches peut-être de entre guillemets pause, c'est-à-dire il y a un temps où en fait je ne vais pas sur le dispositif, parce qu'on sait que ces dispositifs en fait sont très captants aussi, Mhm. et ça c'est quelque chose même en termes d'enseignement, c'est très très fréquent, hein, moi souvent je dois dire aux étudiantes et aux étudiants, non mais ne codez pas immédiatement, attendez, réfléchissez, thématisez, essayez de produire une image mentale de ce que vous voulez faire en amont. C'est un tout petit moment, mais ce petit moment-là, il peut faire une différence. Euh, mais ça, c'est peut-être déjà une crainte d'une personne âgée par rapport à ces technologies, que n'auront Peut-être. pas du tout Enfin, je ne suis pas inquiet, on va dire, pour la créativité en général. Mais par contre, il y a peut-être un petit enjeu autour du désir. Et puis ça, je pense que ça va être une des parties peut-être les plus intéressantes ces prochaines années, où le fait de nous mettre dans une position de quasi-curation et peut-être de moins grande patience, parce Mhm. que si je veux produire quelque chose qui ressemble à une peinture à l'huile, j'ai plus forcément besoin d'acquérir la Mhm. technique de la peinture à l'huile. Et donc ça veut aussi dire que je n'ai peut-être pas découvert les errances qui sont liées à l'acquisition de la peinture à l'huile, qui va me permettre de me rendre compte que
en fait, ce que je voulais, ce n'était pas du tout la peinture à l'huile, que je me suis trompé, que j'allais chercher de la peinture à l'huile, mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais. En travaillant avec ces matériaux, je vais découvrir que, ah ben non, mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, pour moi, le danger, c'est celui général de la perte de l'errance, quoi. On passe énormément de temps, et les innovations en général sont beaucoup liées à une errance. Donc j'aime assez ces outils qui, pour l'instant, nous amènent pas forcément là où on veut. Moi, le jour où l'intelligence artificielle produit exactement ce que j'imagine, risque d'être assez déceptif. Parce qu'on perd la dimension en fait, d'erreur, de hasard, qui est absolument fondamentale. Hein. Je ne veux pas forcément que ça réalise mon désir. J'ai envie que ça me déçoive, pour que ce soit l'occasion d'un autre désir que je n'avais pas nécessairement anticipé. Quand tu parles de déception, est-ce que c'est aussi tout ce champ, enfin, on nomme ça hallucination? Oui. On pourrait peut-être le nommer autrement, mais en tout cas, la machine tente toujours de répondre et invente donc le prochain mot. Ouais. Ça se passe aussi dans le domaine de l'image. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu arriverais un peu à nous décrire comment fonctionnent justement ces IA pour créer des images? Ouais, alors c'est très intéressant parce que, en fait, pendant très longtemps, on a pensé que le grand boom, on va dire, alors évidemment en faisant un raccourci, en simplifiant, hein, mais le grand boom de ces technologies, pendant longtemps, si on part sur l'imaginaire de dessine-moi un mouton, hein, on voit bien hein, Saint-Exupéry qui commence à dessiner le corps du mouton, puis ensuite, ah non, mais il n'est pas comme ça, etc. Puis pour finir, bon, il dessine une boîte, métaphore magnifique, mais trouée en plus. Mais au-delà de ça, pendant longtemps, en fait, c'est comme ça qu'on imaginait qu'on devrait, entre guillemets, réussir à dessiner. C'est-à-dire de se dire, bon, si j'ai envie de dessiner quelque chose, ben, il y a un certain nombre de règles qu'il faut appliquer. Donc, par exemple, un mouton, ça va être une succession de règles. Un corps un petit peu cotonneux, comme un petit nuage, et puis des oreilles d'une certaine forme, un museau d'une certaine forme. Ce qui va faire que, voilà, ça c'est ce qu'on appelait jusqu'à un certain temps l'intelligence artificielle symbolique, hein, qui fonctionnait beaucoup par règles, où en fait le cumul des règles nous amenait à dire, bon ben voilà, ça devrait correspondre plus ou moins à un mouton. Et puis ça marchait pas trop mal, mais c'était pas vraiment particulièrement performant en fait comme technique. Et puis un beau jour, alors il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, l'accessibilité des données, la capacité aussi des processeurs de traiter ces données de façon extrêmement rapide. Donc c'est pas que ça. Puis il y a aussi eu des innovations algorithmiques qui permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à un certain moment, eh bien, on est arrivé dans un contexte où on a un peu changé la perspective et on s'est dit, en fait, et si on essayait de sculpter une espèce d'assemblage de bruit. Donc c'est un bruit bien choisi, c'est un bruit gaussien, c'est une espèce de... Il faut imaginer comme quand une télé est mal réglée, hein, une espèce de bruit comme ça qui est fixe. Et puis ce bruit-là, en fait, on va essayer de le deviner, un petit peu comme si on fronçait les yeux, puis on essayait de comprendre ce qui se passe derrière. Et puis là, il y a peut-être des personnes qui connaissent encore le jeu Qui est-ce, ce jeu, vous savez, tu sais, où on a deux plateaux et puis en fait on décale, puis on dit il a des lunettes, non, ah bah voilà, alors ok, j'enlève les trucs et puis c'est la première personne qui l'emporte. Ben, on a deux intelligences artificielles concurrentes qui en fait vont jouer un petit peu à ce jeu-là. Donc elles vont partir sur cette espèce de bruit initial, elles vont lier ça à la contrainte textuelle, un lapin qui chevauche une licorne. Ok, donc un lapin, bon, alors sur la base de ce que j'ai comme image, est-ce que ça serait un peu ça? Puis sur ce bruit particulier, ensuite on va exagérer certaines choses. Puis on va dire, ah ben là je forcerai un peu ça. Puis l'intelligence artificielle en face, non, ça un peu plus oui, mais ça un peu plus non. Et puis il continue à jouer à qui est-ce comme ça pendant, évidemment très simplifié, hein. Et puis, donc, ça va continuer à jouer à qui est-ce pendant un certain temps, jusqu'au moment où, au final, on dit, voilà, ça correspond à un lapin. Oui, ça correspond à un lapin. Et là, on a en général une troisième intelligence artificielle qui intervient, puis qui compare à d'autres générations. C'est pour ça que c'est très intéressant pour ces grandes entreprises que de nous faire, nous, êtres humains, générer sur la base de notre imaginaire un certain nombre d'images, parce que ça permet au système
d'apprendre et puis Mhm. d'évoluer au fur et à mesure. Euh, mais je trouve ça intéressant, en fait, cette idée qu'on est en train de sculpter du bruit. Je trouve ça pas mal. Tu parlais tout à l'heure de boîte noire. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous ces défis ou ces enjeux autour de ces boîtes noires de l'IA? Et puis, on dit souvent qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Ouais. Est-ce qu'on doit en fait tout comprendre Ouais, alors ou pas? ouais, ça pose des questions qui sont très intéressantes. Moi, je pense que parmi les questions les plus intéressantes que pose ce type d'approche où on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est finalement, est-ce que nous-mêmes, on comprend tout sur nous-mêmes? Mm. Moi, quand tout d'un coup, je pars sur un projet de livre où il y a quand même une moisson de données absolument colossale, des données qui ne sont pas tellement catégorisées, certaines oui, parce qu'à un moment l'école a catégorisé des choses, parce que moi-même j'ai catégorisé, d'autres ont des espèces de poids, parce qu'il y a des poids affectifs, je faisais telle lecture à tel moment. Alors il y a des moments, il y a des mobilisations. Moi je trouve que c'est très évident dans l'écriture. Si je me dis, bon ben voilà, je vais écrire cette histoire, à des moments je vais me dire, non mais je sais que Lucia Berlin, à un certain moment, faisait d'une manière très particulière sa phrase et ça atteignait l'objectif que je voulais. Alors, ok, là, je vais chercher une information précise. Le reste du temps, c'est un peu c'est mon vécu qui s'exprime au travers de cette espèce de partition textuelle, quoi. Mhm. Et puis, c'est très peu anticipable. Donc, ces intelligences artificielles fonctionnent un petit peu de la même façon, finalement. C'est-à-dire que quand on a une IA symbolique, on va avoir un certain nombre de règles. Pendant tout un temps, les transactions bancaires, par exemple, fonctionnaient de cette façon-là. Hein, quand tout d'un coup, vous utilisez votre carte de crédit, puis qu'on vous dit « Ah, merci de vérifier ce paiement-là », c'était basé sur un système de règles. Vous avez tel âge, votre moyenne de dépenses, c'est Mhm. ceci, en général, vos dépenses, vous les faites là, etc. Donc tout d'un coup, tiens, vous achetez un véhicule, un jet ski à je ne sais pas combien, on aurait quand même vérifié que c'est bel et bien vous. Et avant, c'était des règles assez explicites. Puis un beau jour, avec ces réseaux de neurones, justement, on est passé à quelque chose de différent. Alors, ces réseaux de neurones, en fait, vont se baser sur un apprentissage, et un petit peu comme on parlait du bruit tout à l'heure qu'on va sculpter, vont associer, alors il y a différentes façons de faire, il y a différents réseaux, ça peut aller dans le complexe, mais de façon générale, en fait, on va associer des entrées à des sorties, et au milieu, on va avoir un certain nombre de nœuds. Et puis, on va dire, ben voilà, ces nœuds, on va faire au départ une espèce de tirage aléatoire. Donc, on va dire, ben, ce nœud-là, il a tel poids et autres. Il faut imaginer ça un peu comme une espèce de grand assemblage de tuyaux et de tubes dans lesquels on ferait passer de l'eau au sommet. Et puis, on aimerait dire, bon ben voilà, si c'est de l'eau à telle température, moi, j'aimerais qu'en fait, elle sorte spécifiquement dans le 4e tube. Mhm. OK. Et puis, alors, on vérifie, et puis on fait passer le tuyau dans un certain sens, puis on se dit, ah, ben ouais, ah, j'ai 20% de l'eau qui arrive là, etc. Moi, j'aimerais 95% de l'eau qui arrive dans ce tube-là. Alors, on fait ce qu'on appelle la rétropropagation. Donc, en fait, on fait un retour de l'information de l'autre côté. On ajuste les poids. Et quand je dis on, c'est un processus purement mathématique, en fait, extrêmement rapide et itéré avec beaucoup de phases d'apprentissage. C'est l'apprentissage du réseau de neurones. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on a, et ça, c'est la très grande innovation de ce système, on a en fait une espèce d'assemblage de tubes. Donc, au départ, on lui donne des données, parfois qui sont des données catégorisées, en disant voilà, ça c'est une eau à telle température, etc. Et puis, d'une fois que c'est fait, en fait, on peut enlever cet assemblage et le donner à quelqu'un d'autre. Et puis, simplement en faisant passer de l'eau à l'intérieur, ben, ça va sortir dans le bon tube. C'est comme ça que les détections d'images, par exemple, est-ce que c'est un chat? Oui, non. On ne va pas lui dire et on ne va pas pouvoir identifier dans le réseau un endroit particulier qui serait ça c'est l'oreille. En tout cas, et c'est là où l'enjeu se situe, on va dire. C'est-à-dire que certaines personnes aimeraient que ces éléments-là soient plus explicites et pour de très bonnes raisons, notamment parce que les intelligences artificielles arrivent absolument partout, peuvent être utilisées dans des drones, par exemple. Donc, dans un contexte militarisé, ben, on voit bien que
selon les biais qui ont été importés dans le système, selon l'apprentissage qui a été fait, on risque d'avoir des réponses. Enfin, si c'est une détection d'images de chat, on peut être déçu et puis on peut se dire c'est dommage. Mais voilà, si c'est des vies qui sont liées à ça, et c'est de plus en plus des vies qui sont liées à ça, alors les enjeux sont très différents. Donc repenser ce type de système, il faut voir jusqu'où on veut et on peut aller par rapport à ces outils, et c'est là où il y a des enjeux potentiellement de régulation, c'est-à-dire bien apprendre, bien choisir les données, documenter aussi les données qui sont utilisées dans ces cadres, en sachant que finalement, les technologies en elles-mêmes, elles sont assez accessibles. Si on veut faire notre réseau de neurones avec nos données d'apprentissage, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Le nerf de la guerre est lié à la masse de données, à l'apprentissage de ces structures, qui, là, est très coûteux en énergie, d'un tout point de vue, énergie en temps, etc. Ça demande des ressources financières qui sont très importantes. Mais nous, notre petit réseau de neurones, en fait, on peut le faire très facilement. C'est pas un problème. Mais par contre, pour atteindre le type de résultat qu'on a aujourd'hui avec des GPT-4 et autres, c'est des quantités de données absolument massives sur des machines qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a chez nous. Et donc là, il y a des enjeux de qui va disposer en fait de ces outils. Alors justement, pour revenir sur l'aspect de langage, on peut dire que l'IA a craqué le langage humain. Quel est un petit peu l'impact? Et puis je voulais aussi revenir sur les données qui jusqu'à maintenant étaient très catégorisées, donc on perdait une partie de l'information. Ces nouveaux modèles de langage tournent sur des quantités de données plutôt contextuelles. Du coup, est-ce qu'on ne change pas un petit peu de paradigme dans la relation avec ces machines qui arrivent à avoir beaucoup plus de contexte qu'avant? Oui, alors on change de paradigme. Je pense qu'on change de paradigme aussi, alors parce qu'effectivement, on a différents types d'apprentissage, supervisé, non supervisé, et puis c'est une vraie course si on veut se tenir à jour par rapport aux dispositifs eux-mêmes. Et puis vraiment voir quels sont les derniers modèles et les différents modules d'autocorrection qui sont activés, par exemple, dans ce type de processus, c'est vraiment pas évident. Et au moment où on parle, sans doute qu'il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a eu des mises à jour, etc. Oui, il y a surtout eu un changement de direction. Exact, on est dans cette actualité-là, on verra bien ce qui va se passer dans ces prochains jours. Mais pour dire que, voilà, il n'y a pas très longtemps, on n'était pas, nous toutes et tous, quand même, autant en prise directe avec des activités en lien avec la technologie. Donc oui, ça va changer des choses. Moi, je pense que en fait, ce qui me frappe dans l'utilisation de ces technologies, notamment, et je pense qu'on ne peut pas dissocier un élément de l'autre, il y a tout un imaginaire. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est un assemblage. C'est un assemblage de croyances, c'est un assemblage de techniques qui va emprunter à des tas de domaines scientifiques. Et on a un peu tort de penser que ça ne va chercher que dans les domaines qui sont les domaines purement, on va dire, de sciences dures, où on se dirait, l'enjeu c'est le vrai et le faux, et puis un certain degré de précision. Non, on est dans un univers d'ailleurs très soutenu par les milieux financiers, qui véhicule aussi tout un imaginaire qui était déjà dénoncé, il y a, en tout cas, sinon dénoncé, mis en garde dans God and Golem, par exemple, un certain nombre d'ouvrages sur ces questions, vraiment de... Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces dispositifs, et le mythe d'avoir une espèce d'esclave, de rapport à la machine, de Pygmalion, etc. Enfin, toutes ces thématiques, elles sont là à porter. Et là, on a eu deux coups qui ont donné à l'intelligence artificielle, alors il y a eu évidemment des innovations techniques, mais qui ont donné à l'intelligence artificielle une visibilité assez inattendue. Déjà, générer des images. Ça fait un moment que l'intelligence artificielle était là, qu'elle faisait un certain nombre de choses, mais en plus, tout d'un coup, ça a surpris même les personnes dans le milieu de l'ingénierie et de l'industrie, que ça marche, entre guillemets, aussi bien. Et puis, c'est très visible. Si ces technologies étaient utilisées dans les milieux bancaires pour calculer des paramètres, personne n'en parlerait tellement. Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc,
oh, moi, je peux faire des choses simplement comme ça, et ça génère ce que je veux, etc. Wow, c'est incroyable. Ok, première chose. Et puis deuxième chose, le fait de passer par les LLM sous une forme conversationnelle, parce que c'est pas finalement, on interroge, alors certes avec d'autres technologies, mais on interroge depuis longtemps nos interfaces du type Google et autres. Mais là, tout d'un coup, c'est un assistant conversationnel qui va répondre à un certain nombre de questions, à qui on peut plus ou moins bien parler, qui va pouvoir partir dans des jeux de langage aussi, et qui en fait se base même sur cette stratégie. C'est-à-dire qu'on sait que bien interroger un ChatGPT ou d'autres outils, hein, c'est engager vraiment une conversation avec cet aimant-là. Et là, bon, bah, on a quelques éléments derrière nous, hein, le film Her, par exemple, avec Joaquin Phoenix, absolument magnifique, qui thématisait justement Il y ces a 10 enjeux. ans. Ouais. Ouais, puis, mais on sentait que c'était une avancée possible. Et là, c'est les enjeux qui vont aller justement sur les questions de l'intimité, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça fait, sachant que aujourd'hui, une bonne partie de nos interactions avec nos proches sont des interactions au travers d'outils comme WhatsApp et autres, que les données sont disponibles et que par conséquent, les industries de la tech risquent de nous faire des propositions assez irrésistibles dans quelques temps, qui elles aussi vont avoir un impact sur nos relations sociales. Donc, au niveau, on va dire, donc là, effectivement, il y a une logique de contexte très générale. Et puis, je pense que une des grandes forces, peut-être, qu'on a en tant qu'être humain, qui est assez mise à mal ces derniers temps par l'actualité, on va dire, internationale, mais c'est la capacité qu'on a à faire du lien, avec à peu près n'importe quoi, en fait. Même avec cette chaise, hein, à partir du moment où ce fauteuil, si je passe du temps à le bichonner, etc., je vais commencer à avoir une relation, en un sens, avec ce fauteuil. Et on arrive à faire ça avec des éléments, alors évidemment le rapport aux animaux, mais de manière générale, on sait qu'on a cette capacité à faire du lien. Or là, tout d'un coup, on a un dispositif qui est, je le fais de façon courte, mais une espèce de grande machine de loterie qui tire des éléments les uns après les autres, hein, mais les tire très très bien. Donc il choisit à chaque fois le mot qui donne l'impression que finalement il y a une vraie compréhension du contexte, mais on sait que c'est tout des espèces de circuits. Eh bien, avec cette espèce de loterie qui marche particulièrement bien, il se trouve qu'en plus de ça, elle nous donne le sentiment qu'on a un véritable échange, entre guillemets, de personne à personne. Alors ça, oui, ça va évidemment peut-être changer notre rapport de manière générale, ça va documenter aussi nos rapports. Et puis par rapport au langage de façon plus globale, eh bien, on sait que maintenant, on peut demander, même à l'intelligence artificielle, de dire, voilà, moi, je pose cette question comme ça, mais en fait, est-ce que je devrais la poser mieux? Comment est-ce que je pourrais mieux formuler ma question pour mieux atteindre mes objectifs? Et puis, elle va nous répondre dans ce sens. Donc, ça change effectivement des choses, on va dire, par rapport à notre... ça nous permet de reposer d'une façon... peut-être dans la suite d'un certain nombre de révolutions coperniciennes, la singularité de l'humain. On s'est placé dans une position de manière assez illégitime de dominance par rapport à notre environnement, par rapport à etc. Et puis par rapport à tout ça, bah voilà, on se disait non mais la singularité, hein, à l'époque de l'Église et autres, on avait une idée que bah voilà, la singularité de l'être humain, c'était certaines capacités. Bon, bah, on se rend compte que maintenant, potentiellement, on a inventé quelque chose qui est capable de récupérer cet élément-là. Alors, est-ce que c'est encore notre singularité? On l'a inventé, oui. Est-ce que dans quelque temps, on dira comme le grand singe a inventé l'être humain? Bon, mais qu'est-ce que ça change par rapport à nous-mêmes et qu'est-ce que ça dit sur nos singularités? Alors, pour l'instant, on pourrait dire, bah, c'est la partie émotionnelle. On a des affects, mais l'analyse des sentiments, elle est aussi avancée. De plus en plus, Et ouais. voilà, puis pour l'instant, on est sur des dispositifs qui ne sont pas couplés à des éléments biologiques, hein, parce que c'est aussi ça, une grande partie de ce qui nous arrive, hein. On est entre, c'était Nietzsche qui disait ça, je crois, entre l'ange et la bête, c'est tendu sur une corde, sur le précipice entre l'ange et la bête. Il y a cette partie quand même très corporelle qui explique qu'on attribue un certain nombre
de valeur à certaines émotions, enfin à certains ressentis, même cognitifs. Hein. Je vois une image, tout d'un coup, ça provoque quelque chose. C'est une variation du rythme cardiaque et autres. Et puis voilà, dans du silicium, pour l'instant, ça, on va dire qu'on ne l'a pas. Dans quelques années, est-ce qu'on l'aura et qu'est-ce que ce sera l'humain à partir de ce moment-là? C'est pas des questions, c'est pas des questions faciles. Ce ne sont pas des petites questions. Non. Mais pour revenir sur le point de poser des questions à la machine, donc d'interagir avec elle pour aussi travailler finalement, Ouais. Ça m'amène à cette question d'hybridation des compétences. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque individu doit se munir en quelque sorte d'un copilote, ou on peut l'appeler comme on veut, dans son métier? Enfin, comment tu as un petit peu mené tes recherches là-dedans, et puis quelles sont un peu tes réflexions autour de ça, de l'hybridation des compétences? Bon, ben nous, on est dans un contexte assez particulier. Puis ça, je pense que c'est mon conseil général, un peu à chaque fois que j'arrive dans différents contextes par rapport aux personnes qui s'inquiètent justement de comment on va faire avec ça. Euh, et je me rappelle on avait créé dans le cadre d'une institution, on avait fait une grande invitation, notamment sur les milieux de l'éducation. On parlait encore pas d'intelligence artificielle, très peu, hein, c'était il y a 2 ans, mais c'était pas autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Et puis il y avait là André Tricot qui était venu, et à la fin, je pilotais une table ronde sur ces questions générales de l'éducation, etc. Puis j'avais demandé à chacune de fournir en une phrase ce qui semblait la meilleure manière de collaborer. Enfin, comment est-ce qu'on faisait justement à hybrider? Et puis, il a donné une réponse que je trouvais excellente et puis qui m'est restée. Il disait, en fait, pour qu'une collaboration marche bien, il ne faut pas penser qu'on est la personne qui amène la plus grande part dans cette collaboration. Parce qu'effectivement, si c'est ce qu'on pense, voilà. Alors, moi, dans mon contexte d'enseignement, par exemple, on a de la peine à, de toute façon, se mettre dans un contexte où on imagine qu'on amène la plus grande part. Parce qu'on a des étudiantes et des étudiants qui choisissent 3 disciplines différentes, qui, du coup, sont plus calés sur certaines disciplines que moi. Enfin, si j'ai une personne qui fait histoire ancienne, cette personne a un savoir que je ne possède pas de manière générale. Donc ça veut dire que presque automatiquement, les personnes que j'ai en face de moi, je les envisage comme des partenaires par rapport à un chemin qu'on a envie de faire ensemble, qui est celui de l'apprentissage. Puis après, il y a une question d'expérience qui m'amène quelque part. Et ensuite, l'hybridation des compétences, pour moi, ça passe par le refus, en tout cas dans un certain temps, d'une délégation. C'est-à-dire, puis ça c'est un discours qu'on a entendu très longtemps, puis qui est un petit peu difficile à déstructurer, notamment dans le contexte parfois académique ou le contexte de pointe, qui consisterait en fait de manière générale à dire, mais en fait si on veut être spécialiste de quelque chose, on n'a pas le temps de faire de l'interdisciplinarité, on devra voir ça plus tard. Donc en fait, on va commencer par investir tant de crédits sur une thématique spéciale. Et puis quand on aura fini, oui, on fera peut-être une summer school d'ouverture un petit peu. Et puis, alors, ce schéma a une pertinence, et il avait sans doute une pertinence qui était encore plus accrue pendant une certaine période. Alors maintenant, l'arrivée des intelligences artificielles aggrave encore ça. Mais pendant un certain temps, on pouvait se dire c'est la seule manière d'avoir les compétences requises. Moi, j'y crois pas beaucoup, simplement parce que si on part dans l'interdisciplinarité comme une espèce de pièce rapportée qu'on ajoute en fin de course, ça va rester ça en fait. Ça va être « Ah ouais, c'est très chouette ce que vous avez fait dans ce cadre-là ». Mais ça ne change rien par rapport aux pratiques. C'est dès le départ qu'il faut montrer qu'il peut y avoir différentes approches. Et il n'y a pas 50 façons de faire en fait. Si on veut avoir une hybridation des compétences, il faut avoir de la diversité au niveau de la table au moment où on réfléchit au plan d'études, à une formation, etc. Et c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Si toutes les personnes viennent du même endroit, font à peu près les mêmes tâches, sont toutes des cadres ou autres, l'innovation va être très compliquée. Enfin, ça va être une innovation dans leur tête, dans leur contexte, mais ça ne va pas être une innovation plus générale.
les plus grands succès, je pense, qu'on a eu ces dernières années, notamment avec le Game Lab et autres, c'était justement une approche très horizontale, avec l'idée d'amener autour de la table des personnes qui viennent d'horizons différents et qui donc ne se retrouvent pas sur leurs forces. Ils ont des forces différentes, mais où moi, je vais pouvoir apprendre de tels collègues spécialisés, par exemple, dans les questions de l'analyse de séquences, de films, et puis l'appliquer à des objets comme le jeu vidéo ou ce genre de démarche. Donc ça, c'est vraiment central. Qu'est-ce que c'est le, qu'est-ce que c'est le Game Lab, justement? Alors le Game Lab, c'est une structure qu'on a créée il y a quelques années maintenant, donc c'était en 2016. C'était simplement quatre chercheurs d'horizons vraiment assez relativement différents, on va dire, en tout cas en termes institutionnels, et puis qui se disaient, mais en fait, on est dans une faculté des lettres, on étudie des tas d'objets culturels, on étudie le livre, on étudie ouais, le texte en général, mais au sens roman, poésie, ces formes culturelles-là. On étudie le film, on étudie l'image à travers la peinture, etc. On étudie les matières avec l'archéologie, les sources, les traces, etc. Et puis, ben, il n'y a pas de jeu vidéo. Mhm. Or, le jeu vidéo, par essence, c'est un peu... Enfin, maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'objet qui est par essence interdisciplinaire, parce qu'en fait, c'est le nombre de dimensions qu'on va considérer sur ces objets qui va les faire interdisciplinaires. Et a priori, il n'y a pas un seul objet qui ne peut pas être vu de façon interdisciplinaire. Mais en fait, quand on va voir ces objets-là, ben, on va se dire, finalement, c'est un objet qui rassemble tout. Souvent, ce n'est pas nécessaire, mais on peut en tout cas trouver des objets dans lesquels il y a du texte, dans lesquels il y a de l'image, dans lesquels il y a des séquences cinématiques, dans lesquels il y a de la musique, dans lesquels il y a... Voilà. Puis on n'étudie pas ces objets. Alors on s'est mis ensemble pour se dire, ben, voilà, au départ, l'idée c'était de faire des petites réunions, juste en mode... ouais, des discussions comme ça. Et puis très vite, en fait, on s'est fait rattraper par... dès qu'on a commencé à donner de la visibilité à cette structure, très vite, on a vu qu'il y avait une demande sociale qui était très importante, y compris de nos collègues au sein de l'université, mais aussi de la société en général, on va dire, pour, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quel impact ça a sur telle question, et nous, ça nous pose des questions de recherche, on aimerait utiliser ça dans la recherche, etc. Et puis... Et puis ça a continué, ça s'est amplifié, c'était une approche très généreuse où on a laissé beaucoup de personnes entrer, et chacune avec ses forces, son regard sur lesquels on n'a pas de compétences initiales. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a envie de partir sur une thématique et croiser les regards, ben on va pouvoir avoir un ou une sociologue qui va se pencher sur un objet, quelqu'un qui va être plutôt historienne des techniques, on va avoir quelqu'un qui va être dans le développement, quelqu'un qui va être... etc. etc. Ça nous permet de dire des choses quand même plus intéressantes sur ce genre d'objet. Et j'ai quand même pas mal tourné, y compris à l'université de Lancaster et autres, sur ces questions justement d'hybridation et comment est-ce que ça se passe. Et systématiquement, la réponse, c'est celle-là. En fait, il faut casser des espèces de hiérarchies, en tout cas, si ce n'est les casser, parce que dans certains cas, il peut y avoir des intérêts, notamment à des fins d'organisation, quand on est dans des grosses structures, mais il faut suspendre ces organisations. C'est-à-dire, il faut accepter de dire, on n'est pas dans une structure hiérarchique, chacun amène son regard sur la démarche, et à partir de ce moment-là, on va vers un certain objectif. Et donc ça nous amène vers des structures qui sont un peu anarchiques, hein, c'est-à-dire où les hiérarchies sont suspendues par rapport à certains objectifs, et où on sait aussi que les personnes qu'on a là sont celles qui sont intéressées. T'intéresse cette thématique? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, si ça ne t'intéresse pas, alors ok, t'as pas besoin d'être là. Et effectivement, la personne n'est pas là. Ce qui change des structures où on a un advisory board avec 15 personnes qui prennent des décisions en déconnexion souvent totale du terrain, etc. Donc, et on l'a vu aussi, par exemple, pendant la gestion du Covid, hein, c'est quelque chose qui a été pointé ensuite, c'est de dire, on a eu une lecture très immunologique on va dire, des questions du Covid. Et si on regarde les task forces qui ont été mises sur pied, c'était des task forces qui étaient justement des task forces très orientées sur l'impact biologique de cette épidémie, cette pandémie, mais pas véritablement sur les enjeux potentiellement sociologiques. Et ça,
malheureusement, c'est quelque chose qu'on redécouvre toujours un peu trop tard. C'est-à-dire, ah bah c'est dommage, on aurait dû mettre. Alors, on comprend bien que le premier réflexe, ce soit de se dire, non mais attendez, on a une pandémie, on va amener toutes les personnes qui sont spécialisées sur les questions de ce type particulier de virus. Et en même temps, on perd des dimensions. Et puis, ce n'est pas l'idée d'avoir quelqu'un qui va nous faire une conférence sur l'histoire de la médecine. Ça serait bien utile, mais souvent, le prétexte de l'urgence a tendance à disqualifier certaines dimensions. On regarde à travers une lunette particulière, on prend toutes nos décisions sur la base de cet élément-là, qui est un élément directeur. Et puis un peu plus tard, on dit ouais, c'est vrai, c'est dommage. En fait, on a cassé ceci, on a cassé cela. Et puis maintenant, on doit gérer des problèmes importants en termes de santé publique par rapport à des troubles anxieux. Voilà, puis c'était pas considéré. Alors, des gens vont continuer à penser que c'était nécessaire, que c'est ce qu'il fallait faire. Mais en fait, ce n'est pas des questions très différentes qu'on se pose au niveau de l'éducation. Je dirais de l'arrivée de manière générale de n'importe quelle technologie un peu disruptive au sein d'un organisme, que ce soit un organisme entrepreneurial ou autre. C'est de se dire, OK, bon, maintenant, je vois arriver une nouvelle technologie. Est-ce que c'est les cadres qui se réunissent et on a une discussion générale par rapport à ce que ça amène ou pas, ce qui en fait se passe de la façon la plus régulière possible, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée, non mais en fait ça va peut-être toutes et tous nous impacter, il faut qu'on change quelque chose là-dessus. Et c'est d'autant plus important que la plupart du temps, et ça j'avais entendu, j'arrive plus à citer le contexte, j'ai envie de retrouver le nom de ce monsieur, mais il y avait eu un reportage il y a quelque temps sur les questions de quiet quitting, et puis le fait que les gens, en fait, on peuvent avoir tendance, déçus par leur institution, de se mettre dans une position un peu sur la touche et puis d'attendre simplement. Et il y avait une interview je crois que ça devait être un professeur d'économie ou autre, et qui disait, mais l'innovation, de manière générale, c'est très risqué d'avoir les gens qui ne font que ce qu'ils sont censés faire, parce qu'en fait, une entreprise, de façon générale, ne survit pas si elle se base uniquement sur ce que les gens doivent faire. L'innovation marche sur le fait que les gens, en fait, en général, désobéissent. Sous-entendu, font davantage que ce qu'ils sont censés faire. Le Game Lab, c'est un bon exemple. On nous a jamais demandé de le faire, et sans doute que si on avait demandé, on nous aurait peut-être interdit de le faire. Mais on l'a fait quand même. Et donc, cette démarche, on va dire, entre guillemets, désobéissance, ça veut aussi dire que il faut se demander si les personnes non autorisées, au sens un peu plus juridique de cette formule, si les personnes non autorisées n'auraient pas leur place justement dans ces discussions. Et là, ça fait une démarche collective. Justement, je rebondis un petit peu sur l'IA qui accélère finalement les processus. C'est par exemple des doctorants ou professeurs qui ont fait 25 ans, qui ont dédié 25 ans de leur temps à faire de la recherche sur quelque chose de très très précis. On sait aujourd'hui que l'IA peut emmagasiner beaucoup plus d'écrits qu'un être humain. Oui. Quel est un peu le futur de la recherche ou, de manière générale, quel est le futur de l'éducation? Comment on doit repenser tout ça dans cette idée d'accélération? De toute façon, que l'IA fera mieux que l'humain en termes d'emmagasiner de l'information. Alors, c'est vrai, et en même temps, il y a un petit problème. Le problème général, c'est que ces 25 ans sont requis pour évaluer la qualité de l'information. C'est-à-dire que moi, sur certains domaines, je peux avoir une réponse très vraisemblable. Si je vais poser une question, je ne sais pas, en physique des matériaux, bon, ben, je dois totalement faire confiance à la machine, parce que je n'ai aucune connaissance dans la physique des matériaux. Mais il serait très utile quand même qu'une personne qui a 25 ans d'expérience dans la physique des matériaux puisse dire « Ouh, là, il y a un petit problème par rapport à cette proposition ». Donc là, on a quand même un enjeu assez important. Et en général, quand on dispose d'une expertise dans un domaine, en tout cas moi c'est l'expérience que je fais dans mon domaine, mais je sais que d'autres personnes la font aussi de leur côté, on est surpris par la qualité des résultats, vraiment. Et au niveau de l'enseignement, évidemment, ça pose des questions. Et typiquement, au niveau de l'enseignement de l'informatique,
on va amener les élèves à utiliser ces outils parce qu'on ne va pas leur demander de coder. Tant mieux, pour certaines choses, s'ils n'ont plus besoin de les faire, tant mieux, quoi. Et puis, en même temps, il va quand même falloir faire attention à vraiment voir dans ce domaine-là qu'est-ce qui est correct. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, l'analyse qui est proposée, elle est juste ou elle est juste très vraisemblable. Donc là, il y a quand même un enjeu. Et le risque, effectivement, c'est que ces formations de 25 ans, peut-être qu'on va les disqualifier, nous, en tant que société. Mais ces personnes qui dédient donc 25 ans de leur vie s'appuient aussi sur 25 autres années antérieures Bien qui sûr. leur ont été mis dans des livres, Mais finalement. même beaucoup plus, en fait, Bien sûr, sur un savoir qui était très ancien. Mais par contre, il reste quand même cet enjeu d'évaluer. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je me dis, bon, ben voilà, propose-moi quelque chose par rapport à un texte ou génère-moi un code ou je ne sais quoi. Bon, ben, la réponse risque d'être étonnamment excellente. Genre, bon sang, il arrive à me produire ça en 20 secondes. Mais on peut se trouver quand même assez régulièrement dans des cas où on va se dire ouais, mais en fait, c'est un faux ami, là. C'est pas tout à fait compris. C'est pas vraiment ce que je voulais, en fait. En réalité, ça passe à côté de la question. Dans quelques années, ça sera peut-être différent. Là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, pour moi, il y a aussi un enjeu vraiment fondamental sur la documentation de l'avant. On a des choses à dire en tant que dinosaure, parce qu'on est toutes et tous des dinosaures par rapport à ça. On a des choses à dire par rapport à ces dispositifs, parce que il faut bien voir que nous, on a connu le monde d'avant. OK. Et puis, si on n'est pas dans une logique, et on ne peut plus être dans une logique de simplement le progrès avance de façon linéaire, etc., parce qu'on voit bien que ça nous envoie dans le mur d'un point de vue climatique. Donc, on ne peut pas être dans une logique de la croissance permanente et puis du développement permanent, et puis chaque développement est forcément quelque chose de positif, etc. On voit que ça ne marche pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quand même des données qui sont liées, et qui celles-là ne sont pas en base de données, qui sont liées simplement à nos pratiques. Le fait d'avoir vécu, ce qui est mon cas pendant une période, dans mon enfance, dans un contexte où Internet n'existait pas, le fait d'avoir vu arriver Internet, de ce que ça changeait comme rapport aux objets, etc., aujourd'hui, ça a une valeur documentaire. Et puis, ce n'est pas juste une valeur documentaire en mode ah ben ce week-end, on regarde un documentaire sur quelque chose parce qu'il faut passer le temps. C'est, en fait, si on va interroger ceci, on comprend mieux ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que on a souvent l'impression que l'histoire culturelle n'avance que dans un sens, mais c'est faux. C'est-à-dire que chaque innovation nous amène aussi à mieux comprendre ce qu'on faisait avant. C'est le cas de la peinture. On ne parlait pas de peinture figurative avant l'arrivée de la peinture abstraite, par exemple. Le jour où la peinture abstraite est arrivée, on s'est dit « Ah, mais ok, donc la peinture figurative existe, c'est un courant qui existait avant, etc. » Est-ce que la peinture figurative est dépassée? Non, mais ça veut dire que maintenant que je sais ce que fait la peinture abstraite, je peux comprendre d'autant mieux ce que fait la peinture figurative, et par conséquent, ça s'étend dans les deux sens. L'histoire culturelle, en fait, s'étend dans les deux sens. Donc là, on a des choses à faire, et quand je dis qu'il y a un risque, c'est potentiellement que, est-ce que dans quelque temps, on va vouloir, est-ce que la société, quand même de plus en plus à droite, quand même de plus en plus dictée par des critères qui sont des critères économiques et financiers, va accepter justement de partir sur une formation de 20 ou 25 ans, là où on arrivera peut-être moins à faire la distinction et à dire oui, mais vous savez, il y a vraiment une plus-value par rapport à ça. Il y a une plus-value parce que je peux analyser la qualité de l'information. Et puis se pose aussi ensuite la question de la circularité générale, c'est-à-dire que bon, si je nourris d'une certaine manière, etc., et puis que... Donc on est en train de perdre, on a dit que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais par contre, enfin que c'est même une bonne nouvelle, parce que ça va ouvrir des nouvelles perspectives, mais par contre, ça ne nous dispense pas, bien au contraire, de faire des choix de société qui sont extrêmement forts par rapport à ce qu'on va vouloir mettre en avant ou pas. Et pour ça, on ne peut pas le faire qu'entre experts ou expertes, ou qu'entre milieux industriels. Et actuellement, on n'a pas de structure étatique ou autre
Et là, il faut aller chercher dans les modes de gouvernance alternatifs, mais on n'a pas de structure qui soit à la hauteur des enjeux. On le voit, enfin, les différentes tentatives de entre guillemets, pseudo-régulation, c'est bien, c'est chou, et puis voilà, mais on a... Là, c'est quelque chose qui potentiellement doit mobiliser tout le monde, Tout le monde, ouais. en sachant très bien que certaines personnes ne veulent pas que tout le monde soit mobilisé dans ces questions-là. Bon, ça va aussi dans ce sens avec la possibilité de communiquer maintenant avec tout le monde, ce qui était Oui. un peu moins possible avant. Ouais. Oui, communiquer Peut-être avec... un nouveau monde, en quelque sorte. Ouais, communiquer avec tout le monde et aussi maintenant avec le risque que c'est vrai que les choses vont très très vite. Je me rappelle d'une interview de Marguerite Duras qui en fait était vraiment très très visionnaire par rapport aux nouvelles technologies, hein. Et elle mettait déjà un peu en question ce désir. Et qu'allait devenir le désir d'écrire d'ici quelques années, etc. Mais elle faisait une distinction qui, moi, m'aide beaucoup, et à laquelle je pense très souvent, entre la simultanéité et la contemporanéité. Être contemporain d'une question ou être en même temps qu'une question. Il y a une espèce d'effet d'optique aujourd'hui qui nous donne l'impression qu'au prétexte que j'ai une image qui vient de quelque part, en fait, je suis contemporain de ces questions. Ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a un vécu, même si j'ai maintenant des images de tel endroit du monde, en guerre ou ailleurs, j'ai l'impression que je vis ça en direct. Et c'est vrai, je suis simultané, en tout cas une petite latence, mais je suis dans une approche relativement simultanée par rapport à ces éléments-là. Par contre, je ne suis pas du tout contemporain des questions. Je ne suis pas contemporain. Et en fait, il y a un grand risque aujourd'hui, une espèce de tentation générale de dire la simultanéité suffit. Si je vois ce qui se passe, alors j'ai compris la situation, je sais... ces logiques de formation un petit peu plus longues et même ces logiques d'approche globale, elles nous donnent effectivement des outils pour être plus nombreux et nombreux autour de la salle, autour de la table, même si peut-être on peut s'affranchir de certaines contraintes spatiales. Mais elles ont tendance aussi à masquer que justement on n'est pas contemporain. Et qu'en fait on est toutes et tous en migration vers quelque chose. Dans nos âges, on est en train de migrer de la jeunesse à la vieillesse, on est en train de migrer d'une profession à une autre. Un collègue de sciences sociales et politiques qui avait écrit un joli livre sur ces questions où il parlait justement de l'être humain comme un migrant en général, qui est toujours en migration en fait sur plusieurs dimensions de sa vie. Et voilà, quand on arrive vers quelqu'un, la question c'est de se dire, mais c'est en fait, qui es-tu, où es-tu? Et puis il faut comprendre cette espèce de place. Et on ne peut pas comprendre cette place si on reste entre nous. Moi, c'est ça qui m'a frappé à chaque fois dans toutes ces discussions, par exemple sur les enjeux d'éducation numérique, et qui, je pense, permet aussi le discours que j'ai aujourd'hui, qui est un discours d'hybridation, c'est que le fait d'avoir été dans un contexte où étudiantes et étudiants ont une approche, ont des compétences qui, dans un certain nombre de dimensions, me dépassent, mais des collègues aussi qui viennent de différents endroits, et encore, c'est une bulle, hein, l'université, mais le fait justement d'ouvrir cette bulle en faisant interagir d'autres actrices et d'autres acteurs, et puis après de se balader à gauche à droite et de se rendre compte que ah bah tiens, en fait, moi, ma place, c'est ça. Mes biais, mes œillères, c'est ceci. C'est en allant vers les autres que je comprends sur quel type de migration moi je suis. Donc là, il y a un enjeu qui est absolument fondamental. Et qu'on le veuille ou non, on est toutes et tous en chemin sur ces questions d'intelligence artificielle. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on libère du temps, notamment chez des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir ce temps pour en faire des partenaires de ces discussions-là. C'est là qu'on voit ces dernières années, c'est quand même beaucoup de créativité sur ces enjeux-là, des éléments qu'on a vu apparaître dans les démarches anarchistes, sociétales, où on a envisagé d'autres structures de société. Et puis là, on voit bien qu'on a une espèce de gros système avec des vitesses vraiment très différentes et que une logique de fragmentation assez locale où justement on prend le temps d'être des contemporains de nos différents parcours de vie pour poser des questions par rapport à des objectifs, ça nous amène tout à fait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre l'hybridation des compétences. Parce que sinon, ça va toujours être le moins. Si je suis dans une salle avec des personnes qui n'ont qu'un parcours
d'ingénierie extrêmement poussée ou de sciences humaines extrêmement poussées, mais n'ont jamais fait un saut du côté de l'ingénierie ou n'ont jamais fait un saut du côté des sciences humaines, bah, évidemment, le système de valeurs, il va être calibré en fonction de ce qui est important dans ce parcours de vie-là, qu'on doit panacher. Tu parlais de Michel Serres tout à l'heure et il avait aussi soulevé l'importance de mélanger justement les Sûr. sciences dures et les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est des bâtiments très éloignés. Ouais, on essaye de faire en sorte que ça change, d'autant plus qu'il y a eu des très grands coups de butoir quand même qui sont arrivés sur ces outils, enfin sur ces divisions, hein. Dans toute l'histoire des sciences, enfin, ça a été beaucoup remis en question. Après, c'est par les éléments qui sont les éléments entre guillemets très tangibles que ces choses-là se structurent. Vous devez déplacer des humains, euh, tant d'humains doivent suivre un cours à tel endroit, tel autre, etc. Mais les logiques d'assouplissement, de créer de la perméabilité dans ces domaines-là, c'est pas forcément facile, notamment dans des institutions qui sont... C'est pour ça que moi, le jeu vidéo est un objet qui m'intéresse énormément, parce que justement, c'est un objet qui va intéresser qui peut intéresser des personnes, enfin, peut amener à la logique de développement, en dehors d'une logique qui est celle assez usuelle de la manière dont on a, enfin la manière qu'on a de considérer l'informatique, c'est souvent une considération de type, ça permet de produire des chiffres justes et de faire bien les calculs. Ouais, ça permet aussi de créer des choses assez magnifiques. Il y a une logique très de créativité en fait dans l'informatique. Pour moi, écrire du code source aujourd'hui, par certains aspects, c'est vraiment comme écrire un texte littéraire. Il y a des moments, il y a des émotions, il y a des choses. Donc là, il y a des rapprochements à faire. Tu parlais justement que l'informatique porte une culture. Ouais. Et je voulais te demander quelle était cette culture? Alors, c'est une question évidemment gigantesque. Mais si on devait... il y a deux, on va dire, il y a deux lignes de force qu'on pourrait peut-être esquisser là, qui sont... Donc la première ligne de force, ça serait celle qui consisterait à dire, et ça c'est quand même un petit peu les débuts de l'informatique par certains aspects, notamment l'arrivée du web, etc. C'était une logique générale assez punk, assez anarchiste, hein, qui consistait à dire, mais finalement, donc c'était la logique du hacking au sens général. Et on sait que, bon, aujourd'hui, le hacking, on le pense comme très numérique, enfin, très, très informatisé, etc. Mais le hacking, fondamentalement, c'est une pratique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont regarder cette émission ont déjà été hackers dans leur vie, parce qu'à partir du moment où vous prenez si tu prends un balai pour aller chercher quelque chose sous ton lit, tu es en train d'hacker le balai. Tu hackes ton balai parce que, en fait, à la base, c'est pas utilisé pour ça, mais en fait, on le détourne pour faire autre chose. Et donc, ça, c'était un petit peu l'idéal général. Puis c'est là qu'on voit les logiques un peu libertaires, anarchistes derrière, de dire, mais finalement, OK, et si on essayait de changer un petit peu les règles du jeu, donc il y a une dimension très ludique aussi dans ces manières d'aborder le social, les structures et autres. Alors, l'informatique a porté ça pendant tout un certain temps, avec une logique qui était, dans certains cas, une logique avec des idéaux très forts, libertaires d'égalité, de rapprochement, de diversité. Et puis, même si on sait que dans l'histoire de l'informatique, la création des infrastructures se base aussi sur des technologies militaires, etc., mais les personnes qui, dans les universités, dans certains cas, développaient des modes, donc des multi-user dungeons ou des choses comme ça, étaient aussi des gens qui voulaient associer des sortes de chartes qui avaient pour objectif en fait, de rapprocher les gens, de casser certaines structures. Or, voilà, ce courant continue à exister. Malheureusement, il est peu visible. Ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Moi, je pense qu'on devrait avoir je me suis beaucoup battu d'ailleurs pour ça, c'est-à-dire que pour moi, l'informatique, c'est aussi l'histoire de l'informatique. Sinon, on continue à penser qu'on est en train d'appliquer des normes techniques sur l'utilisation d'un objet. Ce n'est pas du tout le cas. On sait que ça part avec des femmes déjà qui étaient présentes dans l'histoire de l'informatique dès le début, notamment dans les questions encore bien avant que les ordinateurs ne soient là, mais donc il y a toute une histoire des femmes à faire sur ces questions. Mais en plus, voilà, ces dispositifs, c'est des questions qui sont en continuité avec des questions de philosophie. Donc pour moi, l'informatique, c'est une science humaine comme les autres. Parce qu'en réalité, on travaille sur
sur des questions très humaines, sur des dispositifs humains, etc. Si on pose bien les questions, c'est une science humaine. Donc ça a totalement sa place évidemment dans ce genre de contexte. Donc le premier aspect, on va dire culturel, ça pourrait être celui-là, c'est-à-dire la dimension assez libertaire, qui d'ailleurs a ses Jeanne d'Arc et autres. Hein. Enfin, Aaron Swartz, par exemple, c'est un des héros de notre temps, en libérant des ressources de données. Et puis on sait que ça lui a coûté la vie, finalement, d'avoir ce genre de démarche. Snowden fait partie aussi de ces lanceurs d'alerte, etc. Donc on a un certain nombre de héros et héroïnes, et historiques et contemporains, qui disent des choses sur les grands enjeux de notre temps. Pendant que nous, on achète des téléphones et puis qu'on s'amuse sur des Candy On Crush. donne nos données. Évidemment. Mais disons, il y a des enjeux quand même assez fondamentaux et on sait que ces enjeux, ils nous attendent parce que les questions de dossiers médicaux, par exemple, et puis voilà, est-ce qu'on les numérise? Enfin, ça pose des questions qui ne peuvent pas être uniquement des questions techniques, puisqu'on a des questions sociales, qu'est-ce que ça change sur la pratique de la médecine et tout ça. Donc, il y a un premier courant qui est ce courant très libertaire. Et puis, après, il y a ce que permet l'informatique, c'est-à-dire un contrôle très précis, qui est alors là, puis là, va sur une toute autre tradition, qui est à partir du moment où on mesure les choses, on peut les comparer. En fait, quand on les compare au travers d'une abstraction particulière. En plus, aujourd'hui, avec l'Internet des objets, la numérisation accrue de nos portes de bureau, de toutes ces choses, etc., de nos parcours numériques en se déplaçant sur tel et tel site, on a une quantification en fait extrêmement précise de ces différentes activités. Ça veut dire qu'on a une capacité de contrôle des individus qui est extrêmement élevée. Et on sait que de ce point de vue-là, l'informatique peut être assez conservatrice, voire qu'elle peut donner des outils à des régimes de pouvoir qui sont très importants. Et ça, c'était, je dirais, c'était déjà thématisé comme un problème par Michel Foucault, par exemple, dans Surveiller et punir, hein, où il mettait bien en avant à quel point ce qu'il appelait la diagrammatique du pouvoir, quoi, hein, cette manière d'avoir le pouvoir et puis ensuite de la faire correspondre à des certaines cases et puis de chiffrer. On sait tout le travail qu'il a fait en termes d'archéologie du savoir sur l'arrivée de la psychologie, par exemple, comme un dispositif qui passait aussi par la réclusion des personnes considérées folles, même chose par rapport à l'école. Enfin, tout d'un coup, on se retrouve là avec des données massives qui, par certains aspects, vont venir nourrir certaines sciences, y compris la psychologie, y compris la sociologie, etc. Donc une bonne partie des sciences humaines sont aussi construites sur des régimes de pouvoir et d'observation qui catégorisent les gens dans certaines perspectives. Donc l'informatique, c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté libertaire qui est proposé, et puis il y a un côté de contrôle qui est proposé, et puis c'est pas évident de savoir vraiment toujours quand on passe d'un côté à l'autre, parce que souvent on met en avant un dispositif. Donc tiens, on va commencer à chiffrer telle chose. C'est un enjeu, par exemple, dans les publications scientifiques aujourd'hui. Hein. À la base, le système de peer review, dont on sait que c'est qui part d'une bonne idée à la base, mais qui au début n'est qu'un outil développé par des bibliothécaires, hein, si on veut faire simple, et qui se disaient, mais en fait, on n'arrive plus à acheter toutes les revues, il va bien falloir qu'on les trie d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on les trie? En fait, il faut qu'on garde les revues les plus essentielles. Or, les revues les plus essentielles sont sans doute celles qui sont les plus citées. Donc, en fait, voilà, donc un outil qui est un outil assez rationnel on a un budget limité, un espace limité, on ne va pas pouvoir tout conserver, et l'archivage, c'est avant tout les choses qu'on ne retient pas, c'est une curation par rapport à certains éléments. Bon, ok, on crée ce système, et puis aujourd'hui, c'est un système pour engager des gens, se mettre en avant sur ResearchGate en disant voilà, j'ai tant de publications et ce genre de choses. Et ça a fait énormément de mal à la recherche en général, avec une logique de bégaiement. Les bègues sont souvent, peuvent être jusqu'à un certain point des personnes qui ont beaucoup de prestige, alors qu'en fait, ils ont juste des bons scores sur ce type de paramètres. Et du coup, des logiques un peu prédatrices avec des revues qui
force à ce qu'au moins un certain nombre de citations soient présentes dans l'article si on veut être publié à l'intérieur, etc. Mais ça, c'est permis aussi par l'informatisation. Ça n'aurait pas été permis avant. Et c'est la même chose sur tous les objets connectés. On amène quelque chose, donc on amène des données, et il n'est jamais impossible que quelqu'un se dise « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de ces données ?» Et les mésusages, surtout que ces données en général sont du coup abstraites et permettent de ne pas être contemporains. Je sais pas, je regarde le taux de réussite ou d'échec à l'Université de Lausanne sur les 15 dernières années, et puis je regarde le taux de réussite ou d'échec à la Sorbonne, hein, et puis voilà, je me dis, ok, qu'est-ce que ça dit? Ah ben là, il y a quand même quelque chose à faire en termes de financement. Peut-être, je ne sais pas. Si on pose un regard justement qui ne fait pas l'histoire des données, qui n'est pas contemporain de ces données-là. Et ça, c'est un risque de l'informatique. On se donne en fait partout des espèces de leviers qui peuvent être captés par des régimes de pouvoir. Est-ce que tu aurais des sources à nous partager, chaîne YouTube, livres qui ont marqué ta vie? Alors, il y a un bouquin sur l'intelligence artificielle, une BD qui s'appelle IA, reflet de nos vies, ou quelque chose comme ça. Ok. Faudra mettre le lien parce que je ne me Oui, oui, souviens oui, on plus mettra. exactement en détail, mais je trouve que ça donne un bel aperçu en fait, des questions et des enjeux qui sont en train de se poser. C'est vraiment un ouvrage de médiation qui documente ces questions-là. Il y a trop de chaînes, de chaînes YouTube. Franchement, je n'arriverai pas à en sélectionner une. Pour avoir une approche assez, je dirais, ludique de l'informatique de façon générale, moi j'aime beaucoup ce que fait The Coding Train, qui permet vraiment à tout le monde de se dire, ah ben, en fait, voilà, j'ai un ordinateur, j'ai envie de faire de l'art génératif, par exemple, ou de comprendre un peu des outils mathématiques. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un lettreux qui dit ça, hein. C'est-à-dire que moi, à la base, c'est essentiellement les lettres, donc ça veut dire que l'informatique et les mathématiques, j'ai commencé à y prendre goût à partir du moment où ça me permettait de faire des choses dans mon domaine, mais je n'avais pas particulièrement de goût pour ça. Voilà, il y a tellement de livres, je suis beaucoup dans les livres dont vous êtes le héros là en ce moment, donc j'en ai des tonnes honnêtement. Merci. Et puis, est-ce qu'il y aurait des personnes que tu souhaiterais nous recommander, que l'on pourrait Ouais. inviter sur cette chaîne? Alors, je pense que pour moi, il y a alors là aussi, il y en aurait une tonne, mais il y en a deux en tout cas que je trouverais. Enfin, je pense que ça serait vraiment, ça amènerait encore un regard complémentaire. Il y a Antoinette Rouvroy, qui a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance algorithmique. Donc, qu'est-ce que les algorithmes font dans nos vies de façon générale et quel impact ça a sur toutes les sphères de la société, hein, y compris les sphères entrepreneuriales? Qu'est-ce que ça change en fait de faire entrer ces algorithmes dans notre manière de gérer, on va dire, les humains de façon globale et puis de configurer les humains entre eux? Elle a été très active dans les questions de GRPD. Elle a travaillé sur ces éléments de régulation, elle a beaucoup réfléchi à ça, et elle n'a pas fait que réfléchir justement, elle s'est aussi impliquée, c'est-à-dire elle a fait le sale boulot, on va dire, qui consiste en temps très limité à réfléchir à des textes de loi sur ces éléments, sur la base de sollicitations gouvernementales, etc. Moi, ces dernières années, c'est vraiment une des personnes qui m'a vraiment impressionné dans ce qu'elle nous a présenté. On l'avait invitée, elle nous a vraiment expliqué, mis ça en perspective, un regard à la fois philosophique mais concret. Donc voilà, je trouve qu'elle est brillante, Antoinette Rouvroy sur la gouvernance algorithmique. Et puis sinon, de nouveau, peut-être pour le milieu entrepreneurial, on voit de plus en plus arriver ces outils, l'Internet des objets, ou des objets en tout cas connectés. Et puis on avait fait venir, dans le cadre d'un cours public du Master en Humanité numérique l'année dernière, Sophie Wertz, qui travaille sur les questions de droit justement de ces dispositifs, et les questions que ça pose par rapport à la sphère individuelle et privée, dans des contextes où les outils eux-mêmes sont assez, on va dire, irrésistibles.
Elle nous donnait par exemple les questions des pompiers, aujourd'hui corps de pompiers, qui utilisent par exemple des vestes connectées hein, qui vont pouvoir faire des relevés sur le rythme cardiaque pour identifier qu'une personne peut-être tout d'un coup ne se sent pas bien. Et quel type de questions est-ce que ça pose quand justement on fait entrer ces données et cette capacité à avoir des données dans ce genre de contexte. Même chose sur l'utilisation d'intelligence artificielle pour des services, je ne sais pas, de réponse téléphonique automatisée, dans des hôpitaux. Qu'est-ce que ça fait de faire le premier tri, par exemple, avec des intelligences artificielles qui vont venir identifier le niveau d'angoisse de la personne qui téléphone. Voilà, donc ça, c'était aussi une présentation vraiment très intéressante sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On se réjouit de les contacter et des femmes en plus, c'est chouette. Ouais. Merci infiniment et merci pour le partage que tu nous fais aujourd'hui. C'est avec grand plaisir et j'en profite pour partager, parce que tu mets en avant la question des femmes, et pour montrer que l'interdisciplinarité, ça paye. Il y a quelques jours, 2 étudiantes recevaient le Swiss Game Developer Award, 2 étudiantes qui suivaient justement un de mes enseignements d'informatique sur un jeu sur le sexisme ordinaire. Ça montre, à mon avis, que aujourd'hui, inviter vraiment tout le monde à être dans une démarche créative vis-à-vis de l'informatique, ça fait des choses remarquables et en plus, c'est des choses qui sont remarquées. Magnifique. On mettra le lien d'ailleurs dans la description. Ok, avec grand YouTube. plaisir. C'est très chouette pour elle. Merci. Merci beaucoup, Isaac. Merci pour cette invitation. Et tout bon pour la suite. Pareil, tout bon pour la chaîne.